Bien, bonjour à tous. Merci de participer à cette session. Pas de slide, pas de vidéo, donc je vais être en one-man show pour essayer de vous parler de la blockchain. Juste pour voir un peu qui, dans l'audience, qui connaît un peu ou pas, ceux qui connaissent un peu la blockchain ou qui sont capables de dire, voilà, c'est ça. Vous pouvez lever la main pour voir à peu près. D'accord, donc on va dire un gros tiers peut-être, et le reste, j'imagine, ne connaissent pas très bien, ne se risquent pas, ou voire ne connaissent pas du tout. L'enjeu de ces 15 minutes, c'est d'aller au cœur du sujet. C'est pour ça que c'est un enjeu. Qu'est-ce qui se joue? Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne la blockchain d'un point de vue technique en 15 minutes, ça serait un vrai challenge. Mais d'essayer d'identifier ce qui se joue, je pars du principe que la plupart d'entre vous sont des étudiants, vous essayez de vous projeter, et quand vous voyez un titre « Blockchain, la nouvelle donne », il est évident que vous êtes malin, vous dites bah, « ça m'intéresserait de savoir si c'est la nouvelle donne, quelle est la répartition du jeu quand moi je vais commencer à travailler, choisir mon employeur, mes domaines d'activité, etc. » Donc l'objectif de ces 15 minutes, c'est de vous donner des éléments sur la blockchain. La blockchain, pour le dire très rapidement, c'est l'infrastructure qui fait tourner le Bitcoin. Et là, pour le coup, le Bitcoin, tout le monde en a entendu parler, c'est que c'est cette monnaie électronique qui permet de faire du transfert monétaire sans passer forcément par une institution centralisée, par une banque. Il se trouve que, après le succès du Bitcoin, et ça remonte à 2-3 ans, on va dire, le marché, d'une manière générale, s'est dit, mais c'est marrant, le Bitcoin, ça marche sur une technologie, et cette technologie-là, le blockchain, ça pourrait être réutilisé pour un certain nombre de choses, et pas simplement le transfert monétaire. Et c'est là que la question de la blockchain, c'est-à-dire l'infrastructure, est devenue au moins aussi importante, si ce n'est pas plus importante presque, que le Bitcoin. C'est comme si le Bitcoin avait été un petit peu la démo de ce qu'on pouvait faire avec une blockchain. Et maintenant, à chacun d'imaginer comment réutiliser ou utiliser cette technologie dans d'autres environnements pour d'autres enjeux. Difficile de parler du digital, qui est notre contexte actuel, sans évoquer un mot qui est celui de la disruption. Il y a une personne qui s'appelle Salim Ismail, qui est l'ambassadeur de l'Université de la Singularité, donc la NASA, Google, avec le gourou, les gourous qui parlent de la singularité, Eric Kurzweil en l'occurrence. Le job de cette personne-là, Salim Ismail, à l'Université de la Singularité, c'est d'identifier toutes les technologies et d'essayer de les classer, non pas sur l'échelle de Richter, comme on classe l'importance d'un séisme, mais sur l'échelle de la disruption, en essayant de voir quelles sont les techniques ou les technologies qui ont une capacité de disruption les plus importantes. Alors disruption, ça veut dire changer la donne. C'est pour ça que le titre, vous retrouvez « Nouvelle donne », blockchain, la nouvelle donne. C'est-à-dire faire apparaître et émerger de nouveaux acteurs, inventer de nouveaux modèles économiques, etc. Comprenez-moi bien, pour ceux avec qui je travaille la plupart du temps au quotidien et qui ont un certain nombre d'années d'expérience dans l'informatique, parce qu'avant de parler du digital, on parlait tout basiquement de l'informatique, ils me disent tous, quand j'ai commencé à regarder la blockchain, j'ai eu la même sensation que quand j'ai vu pour la première fois le web. C'est-à-dire, on imagine des possibilités de révolutionner tout. Les contacts sociaux, la banque, le commerce en ligne, tout peut être changé. Donc vous imaginez l'importance que peut avoir la blockchain si c'est le nouveau web, entre guillemets, c'est-à-dire l'infrastructure qui va réorganiser toutes nos sociétés, toutes nos entreprises et toutes nos activités. Mais du coup, si je vous dis que la blockchain est la technologie qui a la plus grande capacité disruptive, il faut immédiatement que je vous dise, oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça disrupte? Pour le dire très simplement, ça disrupte tout ce qui relève du transfert. Toute activité qui relève du transfert est potentiellement disruptée par la blockchain. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le transfert? Qu'est-ce qu'on transfère? On transfère des biens, des actions, des propriétés. C'est tout ça qu'on transfère. Et je me réfère, moi, même si je suis informaticien, à un petit livre que j'avais quand j'étais étudiant, en sciences humaines notamment, qui est le Littré, un dictionnaire étymologique de la langue française. Vous cherchez à transfert et vous voyez l'étymologie du terme. On transfère tout ce qui est droit, action, propriété, etc. Pourquoi la blockchain va disrupter toutes ces activités? Et ce n'est pas juste le transfert monétaire, hein, il y a beaucoup plus. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à faire quelque chose
transférer donc quelque chose, par exemple de l'argent, mais on voit qu'il y a d'autres domaines d'activité, sans passer par un tiers de confiance à un moment donné. Si j'échange de l'argent avec des pairs, avec des amis, je leur fais confiance, on va pouvoir s'entendre. Mais si je dois commencer à faire des transferts avec quelqu'un en qui fondamentalement je n'ai pas confiance, et peut-être même dont je me méfie, j'ai besoin que quelqu'un me certifie que cette personne, en cas de difficulté, etc., je vais quand même être payé, etc. Et toute la logique économique repose là-dessus. À un moment donné, j'ai confiance dans les banques. Si nous avons vécu une crise bancaire, c'est aussi parce que c'est une crise de confiance vis-à-vis de ces institutions-là. Et c'est suite d'ailleurs à la crise financière, à la crise de confiance donc auprès des acteurs économiques et financiers, qu'un certain nombre d'activistes, parce que toute cette technologie-là, elle est née d'activistes, c'est-à-dire des gens qui ont des idéaux. Ce n'est pas quelques personnes qui à un moment donné se sont dit « Ah ben j'ai inventé la blockchain, qu'est-ce que je pourrais en faire ?» Non, ce sont des gens qui voulaient remplacer les banques et les institutions centrales et qui se sont mis à l'œuvre parce qu'ils avaient cet idéal, juste ou pas juste, là n'est pas la question, mais ils avaient cet idéal pour se dire quelles sont les technologies qui vont nous permettre de remplacer ces institutions centrales. Donc finalement, la promesse de la blockchain, c'est ça. Je vais pouvoir faire des transferts de manière automatique et sécurisée entre des acteurs qui fondamentalement n'ont pas forcément confiance entre eux, mais qui ont besoin à un moment donné de transférer quelque chose. Ceux qui peuvent être disruptés, ce n'est pas seulement les banques. Aujourd'hui, chez Octo Technologies, la plupart des missions qu'on fait concrètement aujourd'hui sur cette technologie-là, c'est dans le domaine bancaire essentiellement et financier, et assurance également. Un notaire, c'est quelqu'un qui peut être disrupté par la blockchain. Je prends un autre exemple. Blablacar et tous les modèles d'affaires qui reposent sur la sharing economy. Je prends cet exemple parce que si vous êtes étudiant, vous n'êtes peut-être pas expert en banque, finance, assurance, ça peut ne pas vous parler. Mais si je vous parle de l'économie, de la sharing economy, de Blablacar, de Uber dans une moindre mesure, de Airbnb, enfin tous sont des modèles d'affaires différents, mais bon, c'est une logique de partage. Je partage mon appartement, ma voiture, mes biens, etc. Et à un moment donné, puisque je le partage, il faut que je transfère le droit d'usage à minima pendant un certain temps à une personne pour qu'elle utilise mon appartement, mon vélo, ma voiture, etc. Et si je le faisais en utilisant des technologies dans lesquelles je n'avais pas confiance, je ne pourrais pas louer mon appartement, etc. si je n'avais pas confiance. Tous ces acteurs de l'économie, du partage d'une manière générale, reposent quand même sur un modèle qui est toujours centralisé. Certes, on partage, moi j'ai des besoins, j'ai des disponibilités, vous avez des envies ou des besoins vous-même. Et puis il y a un acteur au milieu qui fait bon ben voilà les dispos, voilà les demandes et qui vous met en contact. Et c'est une institution centralisée de la même manière qu'une banque qui fait ça. Dans la banque, qu'est-ce que fait la banque? Elle tient un livre de compte, l'ensemble des débits, des crédits, des transferts, et que fait Airbnb par exemple, l'ensemble des disponibilités, des locations, etc. Le problème est que tous ces acteurs-là de l'économie du partage et de la collaboration ont quand même une approche donc centralisée et peuvent s'en mettre potentiellement plein les fouilles. Si ça marche, au bout d'un moment, on s'en met plein les fouilles. Et puis personne ne peut discuter puisque c'est une institution centralisée, c'est comme ça. À partir du moment où vous êtes le leader, que ce soit Uber, Airbnb, vous décidez que c'est comme ça, vous augmentez vos taux, bon voilà, vous êtes dans une position qui est quasi dominante la plupart du temps. Ce qui veut dire que la blockchain pourrait être également utilisée, puisque le principe de la blockchain en termes d'architecture, c'est d'avoir une architecture qui est totalement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre. C'est-à-dire que vous pouvez chercher la tête, vous n'allez pas la trouver. Ça pose aussi de nouveaux problèmes. Et ça pose des problèmes en fait à toutes les organisations. Imaginez une organisation quelle qu'elle soit, ne serait-ce qu'une association 1900, une association d'étudiants. Vous avez un président, à un moment donné, quelle que soit la forme d'organisation dans laquelle vous êtes. Il est très difficile d'imaginer des organisations qui tournent et qui fonctionnent sans qu'il y ait une tête à un moment donné. Et le challenge que permet de relever la blockchain, c'est je suis capable, pour un sujet donné, de produire du consensus. Consensus sur est-ce qu'il faut faire le transfert, par exemple, ou pas? Consensus sur, par exemple, un système de vote qui reposerait sur la blockchain. Tout le monde a confiance, c'est sécurisé, et donc le mécanisme de vote pourra utiliser la blockchain. On pourra utiliser la blockchain aussi pour les DNS, les serveurs racines d'Internet, qui aujourd'hui sont centralisés quand même avec une mainmise plus ou moins évidente des États-Unis. On pourrait se dire on aimerait que ce ne soit pas les États-Unis qui s'occupent de ça, ni non plus la Chine, mais que ce soit vraiment distribué. C'est ce qu'opère au quotidien la blockchain, notamment via le Bitcoin. La blockchain, aujourd'hui, il y en a plusieurs. On parle d'explosion cambrienne de la blockchain. Il y en a des dizaines qui apparaissent. Certains sont très peu utilisés, d'autres beaucoup plus. On cite souvent Ethereum, qui est une initiative de construire une blockchain pour faire non pas des transactions, mais mettre carrément des applications et des contrats sur une blockchain. Par exemple, je pourrais mettre, l'exemple type, c'est je mets mon héritage sur la blockchain. Et à mon décès, automatiquement, mes héritiers
recevront les sommes de mon héritage, par exemple, qui sera distribué automatiquement. C'est pour ça que je dis que mon notaire peut être disrupté. Produire du consensus de manière automatique entre des parties prenantes qui n'ont pas forcément confiance entre elles, ça c'est un élément important. C'est un élément important, et c'est pour ça que je parle de la blockchain comme, vous savez, on parle de software as a service, de platform as a service. Moi je parlerai de consensus as a service. On va sur une blockchain et on va automatiser un consensus. Et du coup, comme on automatise ce consensus, on va être capable de produire de la certification. Tout de suite, il est difficile de ne pas penser à l'État ou à la puissance publique. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une puissance publique ou un État, l'État français? C'est une grosse machine à certifier. Je certifie des diplômes, vous êtes concernés, je certifie des pièces d'identité, je certifie des actes notariés via des professions qui sont assermentées. La machine, la puissance publique, c'est une machine à certifier. D'où se posent des questions qui sont non seulement technologiques, mais aussi sociétales et politiques. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une démocratie qui utiliserait ces technologies-là pour voter, pour prendre des décisions, pour certifier, pour trouver des consensus sur des sujets? Ça change totalement la donne. Donc la blockchain, c'est typiquement une technologie qui nous intéresse chez Octo. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie, on est des experts nous en technologie, ça change l'organisation, les modèles d'affaires, ça a des impacts sociétaux. Et ça nous intéresse énormément. C'est pour ça que vous retrouvez dans la problématique blockchain une diaspora et une diversité des profils qui est assez intéressante. Vous trouvez des gens des ressources humaines, des gens du légal, des lawyers, vous retrouvez des banquiers, vous retrouvez des gens de l'économie collaborative, vous retrouvez des ingénieurs, vous retrouvez bien évidemment des startups. Donc c'est un milieu qui est foisonnant et dont il faut, je pense, saisir aujourd'hui les opportunités. Saisir les opportunités, c'est pas non plus avoir un discours béat en disant ah, c'est fini, la blockchain va nous permettre de trouver toutes les solutions à tous les problèmes, etc. Ça pose des problèmes. Un des problèmes que pose la blockchain, c'est que quand quelque chose est écrit sur la blockchain, on ne peut pas l'effacer. On parle d'immutabilité en informatique. Alors c'est formidable parce que c'est transparent, s'il y a des transactions, je ne peux pas dire je suis en douce, etc. Non, le livre de compte, tout le monde le voit. Ou le livre de transfert, tout le monde le voit. Et du coup, il est écrit, je ne peux pas l'effacer. Mais qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je publie une photo de vous qui ne vous convient pas, ou dans une situation qui est embarrassante, et que je la mets sur une technologie de type blockchain? Je ne peux plus l'effacer. Un juge va arriver et va dire mais il faut effacer cette photo-là. Un jugement a été produit, il faut l'effacer. Mais le juge va s'adresser à qui? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'organisation. Il va rester avec son mandat et il ne va pas savoir à qui le donner. Et ces problèmes-là commencent déjà à se poser. Donc, vous voyez que la blockchain, ce n'est pas la panacée, c'est de nouvelles opportunités technologiques, use case, tout est à faire. Et je dirais que ça commence. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes travaillent sur la technologie en se disant ça va me permettre de réduire mes coûts et d'automatiser toutes mes logiques de transfert. Certes, mais je pense que ceux des grands groupes, y compris des moins grands, qui ne voient la technologie blockchain que comme un moyen de faire des transferts à des coûts faibles, parce que c'est automatisé, se trompent. Quand on commence à regarder le sujet, on se rend compte qu'il y a toujours une transformation des modèles d'affaires. Donc on est toujours dans cette logique de rupture et de disruption. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, l'état de l'art du marché en matière, c'est de faire des POC, des proof of concept. On prend un use case, un cas métier, un process dans une banque, dans une assurance, dans les télécoms, dans toutes les industries, dans le tourisme, réservation d'avions. Vous avez des compagnies comme Amadeus, leur métier c'est de faire matcher les demandes avec les disponibilités de toutes les compagnies aériennes, ne serait-ce que sur le sol européen. Typiquement, c'est ce que fait une blockchain. Pourquoi il y aurait besoin d'un Amadeus si une blockchain pourrait le faire? Il y a plein de secteurs d'activité qui peuvent être réinventés. Donc chez Octo, on a besoin de cet apport-là technologique, imaginer les futurs, voir les conséquences sociales, légales qu'on a évoquées à l'instant, et de ne pas être ni technophile ni technophobe, mais de savoir que la technologie, elle est là, donc il faut faire avec. La question, ce n'est pas pour ou contre. Mais par contre, il faut y travailler pour faire en sorte que ces technologies-là aillent dans la bonne direction. C'est pour ça que je pense qu'il est important de travailler sur ces sujets-là avec une certaine forme d'éthique. Éthique de la technologie. Éthique de la technologie, ça veut dire renvoyer dos à dos les pour et les contre. C'est là, qu'est-ce qu'on en fait? Dernier élément aussi, c'est une menace pour les puissances publiques d'une manière générale. Si effectivement toutes les transactions sont faites avec le Bitcoin, par exemple, ou une autre monnaie qui utilise la blockchain, l'État ne peut plus récolter la TVA, parce que les transactions sont quand même anonymes. Je ne sais pas qui paye quoi. Donc si j'ai plus de TVA, j'ai plus de fiscalité, j'ai plus de rentrée d'argent. Si j'ai plus de rentrée d'argent, si je suis une puissance publique, je deviens une impuissance publique puisque je n'ai plus de budget.
Il y a quelques mois, j'ai été appelé par le gouvernement indonésien qui me dit, bon, voilà, moi la blockchain, ça m'intéresse, mais j'ai un problème. J'aimerais quand même avoir une visibilité pour récupérer, par exemple, une TVA ou une forme de... Donc ça pose des problèmes politiques au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises. C'est un sujet qui est passionnant sur tous les volets. Et je pense que vous serez marqué dans votre parcours, de près ou de loin, par cette technologie. Je vais m'arrêter là et on peut avoir quelques questions si vous le voulez bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. On me dit que 2 questions. Bon, ça dépend de la question aussi. Ne me demandez pas d'expliquer la blockchain, parce que là, on est parti sur... Mais s'il y a un détail, je serais ravi de l'évoquer avec vous. En même temps, le sujet impressionne. Hein. Donc on se dit, oh, que je peux poser une question vis-à-vis de tout ce qui peut potentiellement changer. Bonsoir. Donc, vous avez parlé de la monnaie Ethereum. Est-ce que vous avez entendu parler du hard fork qu'il y a eu il n'y a pas longtemps? Oui. Est-ce que ce n'est pas exactement le genre de choses qui pourrait faire peur aux entreprises qui voudraient investir dans la blockchain, vu que ça revient un peu au tiers de confiance qu'une seule entité qui posséderait une majorité, on va dire, de la puissance fournie à la blockchain, permettrait d'annuler et de revenir en arrière sur l'intégralité des transactions qui ont été faites dedans? Ok. Donc un petit rappel pour ceux qui ne suivent pas l'actualité. Une blockchain qui s'appelle Ethereum, qui a une initiative qui s'appelle DAO, Decentralized Organization, en gros, faire une organisation décentralisée. Ok, on fait une organisation décentralisée, donc on met du code sur cette blockchain, et il y a un petit malin qui utilise le code qui est sur la blockchain, et il l'utilise d'une certaine manière qu'en gros, c'est comme si vous arrivez devant un distributeur de billets, et à chaque fois que vous appuyez sur une touche, il vous donne des billets. Ah, vous dites, ah, ben, je joue encore, et je prends des billets, je prends des billets. Donc il est reparti, cette personne-là, avec plusieurs millions. Et donc crise, on se dit, bah, attendez, la blockchain c'est sécurisé. Oui, c'est sécurisé, mais il se trouve que le code qui a été écrit, il n'était pas bon. C'est comme si une banque fait un distributeur de billets qui est défectueux, il n'y a personne qui à un moment donné qui arrive à un marteau, il a juste appuyé sur la touche et récupéré des billets. Donc c'est pas parce qu'on a hacké ou contourné la sécurité d'une blockchain qu'il n'y a pas eu de faille au niveau de ce... C'est au niveau du code. D'où, là, une énorme responsabilité. Ça, on s'en rend compte avec les développeurs qui travaillent chez Octo sur ce sujet-là. Quand vous faites du développement d'une application, de quelque chose qui va tourner, vous prenez une énorme responsabilité. Et vous prenez une énorme responsabilité qui est encore plus grande qu'on imagine, parce qu'à chaque ligne de code, en fait, une ligne de code, ça vous coûte de l'argent, parce que ça fait des appels et des transferts. Donc, le développeur, je caricature, le développeur des années 80, il développait une application, il se disait, de toute façon, mon application, elle va tourner sur un ordinateur qui est branché à une prise électrique, donc les questions de consommation d'énergie, je ne me les pose pas trop. Arrive le mobile, le développeur qui fait une application qui utilise mal les ressources énergétiques, il va se retrouver sur vos téléphones et il va tuer votre batterie en 10 secondes. Vous dites, cette application, j'en veux plus. Donc vous voyez, le développeur, il doit prendre en compte les notions d'énergétique, consommation, répartition, etc. Et aujourd'hui, le développeur dans la blockchain, en plus de prendre ces aspects-là, il doit se dire à chaque ligne de code, je peux provoquer la perte d'une institution parce que le code n'est pas bon ou parce qu'il est mal goupillé. Donc j'ai une responsabilité économique quand je produis du code. Ce qui veut dire que le développeur va être de plus en plus un économiste aussi. Il va certes faire quelque chose, une application qui fait quelque chose, mais il doit s'assurer que cette application, dans ce mode de fonctionnement, elle est économiquement viable, ne serait-ce que parce qu'elle va consommer des ressources, et chaque consommation ou chaque appel sur la blockchain, ben, il faut des crédits pour le faire tourner. Donc c'est une... J'utilise parfois cette caricature en parlant à mes clients qui sont des directions des systèmes d'information. Je leur dis, bientôt, ce n'est pas vous qui allez nous passer des commandes, c'est la blockchain de votre système d'information qui va dire, je rémunère telle personne qui me corrige tel bug. Et ça se fera automatiquement, je n'aurai plus besoin de passer par des interlocuteurs chez mes clients. Donc pour répondre à vos questions, effectivement, il n'y a pas de faille de sécurité. Mais quand il y a un problème sur le code, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce qui a été mal mis en production, entre guillemets, qu'on puisse revenir en arrière? Dans le cas d'Ethereum, il y a une majorité qui a voté qu'effectivement, on allait abandonner une lignée de code et partir sur une nouvelle. Ce n'est pas une remise en cause de la sécurité, c'est une remise en cause fondamentalement de comment on gouverne quand il y a un problème. Tout à l'heure, j'ai évoqué le problème de la photo compromettante. C'est un autre problème aussi. Voilà. Quand il y a un problème, le problème de la gouvernance se pose. Donc ce n'est pas qu'un enjeu technologique d'automatisation à un moment donné. Il faut être capable de débrayer, de prendre des décisions, ne serait-ce que de faire évoluer la blockchain. Comment je fais évoluer la blockchain si c'est un organisme qui est autonome et qui n'accepte pas d'interaction de l'extérieur? Ça pose des questions qui relèvent parfois de la science-fiction, mais c'est aussi ce qui est fascinant, je pense.
10 secondes, 9, 8, 7. Je reste encore quelques secondes si vous avez des choses que vous ne voulez pas poser publiquement et pour respecter le temps. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.